Voilà, donc moi, comme ma spécialité c'était l'éducation, j'ai chopé le truc au vol. La rencontre avec Michel a fait que ça a été fécond. Donc après, d'où ça vient, enfin, clairement, ça vient pas que de nous, quoi. Voilà, on n'a pas été... Moi, je refuse de faire croire aux gens que j'ai tout inventé. Et je dis à Michel, là, on aurait une école ici aux Amanins, ça serait le pied, parce que tout ce que je mets en place pour les classes découvertes, on pourrait le vivre. Ben voilà, ne dites jamais ça à un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il vous dit, surtout pas, aussi dynamique que Michel. Vas-y, regarde comment on fait. Et donc là, je commence à regarder, à ma grande surprise, en fait, monter une école, c'est très simple. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai invité Isabelle Peloux. Bonjour. Bonjour. Donc, directrice de l'école Les Amanins, une école particulière. On va développer cela tout le long de cette émission. Alors, qu'est-ce que Les Amanins aujourd'hui, Isabelle? Alors, Les Amanins, c'est une ferme en agroécologie qui accueille du public. Et au centre de cette ferme, il y a une école élémentaire qui accueille 38 enfants, du CP au CM2. Donc c'est tout le cycle primaire, on va dire, elle existe depuis, je crois, 2004. L'école a ouvert en 2006. En 2006. Oui. Ce projet est né avec feu Michel Valentin, oui, votre époux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'était son bébé à la base, où tu as pu prendre après ta place par la suite. Comment ça s'est passé? C'est la genèse qui m'intéresse. Alors au départ, c'est Michel qui était en plein questionnement en tant qu'homme d'affaires. C'est-à-dire que quand moi je l'ai rencontré, il était en plein questionnement sur le sens de sa vie parce qu'il venait de se séparer de sa femme avec qui il avait eu 4 enfants et il voulait comprendre. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais 2 valeurs depuis que j'étais petit. On m'avait dit pour réussir dans la vie, il faut gagner beaucoup d'argent et beaucoup travailler. Il avait tout fait bien comme il faut et ça n'avait pas marché. Et du coup, il voulait comprendre ce qui lui arrivait. Moi, en parallèle, je faisais pas mal de psycho et en fait, on s'est rencontrés dans cette recherche-là. D'accord. Voilà. Donc on peut parler d'une réussite matérielle et financière magistrale, de la part de Michel. Et ce questionnement est dû à quoi? Parce que comment il est rentré dans cette intériorité, dans cette profondeur de pensée? C'était en fait qu'est-ce qui a déclenché cela? Alors ce qui a déclenché, c'est une rencontre avec Pierre Rabhi. Donc ça faisait quelques mois qu'on se connaissait et Michel me dit je vais manger chez un certain Pierre Rabhi. Alors je dis Pierre Rabhi, je ne connais pas, mais je connais un écrivain Pierre Rabhi, dont j'avais déjà lu moi plusieurs livres. Il me dit ah oui mais c'est ça, c'est tout à fait ça, voilà. Donc du coup il est allé le rencontrer et avec Pierre ça a été, ils ont accroché tous les deux immédiatement. C'est-à-dire que Michel avait dans ses origines des origines paysannes. Donc en parallèle de ce travail de chef d'entreprise qui le prenait beaucoup, tous les week-ends il rentrait chez lui. Et depuis il me disait qu'il n'avait jamais acheté un seul légume de sa vie. Il était autonome complètement dans sa ferme. Chez lui, il mangeait ses légumes. Et pour lui, c'était plutôt une vie en autarcie que de l'écologie. C'est curieux quand même pour quelqu'un qui justement a réussi dans le monde des affaires, on peut dire ça, de vivre dans cette autarcie-là, dans ce bio, ce naturel que tout le monde tend à être aujourd'hui. Tout le monde rêverait d'avoir cela. Donc lui, il le vivait déjà avant tout le monde. Et ce questionnement est venu à partir de cette rencontre avec Pierre Rabhi. Complètement. Mais c'est Pierre Rabhi qui donc a suscité cette interrogation. C'est surtout que Pierre a su lui redonner du sens à son argent. Michel disait à Pierre, Pierre venait d'écrire un article dans Télérama qui terminait par « Et si moi j'avais des millions, je saurais quoi en faire ». Ce qui est tout à fait faux, Pierre Rabhi ne sait pas très bien gérer de l'argent. Voilà. Et Michel lui dit « Mais écoute, moi je sais gagner des millions, j'en ai déjà gagné, mais c'est pas si facile d'en faire quelque chose de bien ». Et Pierre l'a super déculpabilisé sur le sens de cet argent. En lui disant, mais l'argent, tu l'as gagné honnêtement. Après, tu ferais peut-être plus pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que Michel, il a géré des entreprises où effectivement, il était le patron, donc il gagnait plus que ses ouvriers. Mais c'était la logique aussi de l'époque. Et Michel s'était jamais posé ce type de questions. Et quand il a rencontré Pierre, Pierre lui a dit, ben voilà, l'argent que tu as gagné, il est gagné, tu as bien travaillé, parce que Michel avait énormément travaillé. Maintenant, tu peux donner du sens à cet argent en faisant quelque chose qui est au service de la planète. Parce que Michel lui disait, mais tu comprends Pierre, moi si je redépense de l'argent, d'abord aujourd'hui, chaque fois que je dépense de l'argent pour monter un projet, j'en regagne. Donc c'est comme un cercle vicieux, j'arrive pas à m'en défaire. Mais en même temps, j'abîme la planète. Or, c'est parce que j'ai compris aujourd'hui en t'écoutant que c'est pas ça qu'il faut faire.
et qu'il faut aller vers plus de sobriété. Mais du coup, voilà, lui, il trouvait plus ces valeurs qu'on lui avait appris enfant, n'arrivait plus à trouver de sens. Surtout que si en plus il venait d'une racine paysanne, ça devait être compliqué quand même. Alors, il venait d'une racine paysanne et commerçante. Donc, son père venait d'un milieu de commerçant, sa mère paysanne. Donc, lui, depuis qu'il était petit, il avait vu ses parents dans un commerce de boissons. Donc, il faisait des sirops et des limonades. Et donc, Michel se rappelle qu'à 4 ans, il vissait déjà les bouteilles de limonade ou de sirop parce que ça lui donnait une place dans ses parents qui étaient commerçants et qui travaillaient beaucoup, beaucoup. Et Michel se rappelait qu'enfant, tous les dimanches, les deux familles se réunissaient et se bagarraient. Les paysans disant aux commerçants, c'est pas normal que vous gagnez tant, et les commerçants disant, mais vous les paysans, vous vivez de subventions. Quand Michel est arrivé à l'âge adulte, il s'est dit, bon ben de toute façon, c'est pas compliqué, c'est du côté du commerce qu'on gagne le plus d'argent, c'est très clair, donc c'est par là que je vais. Mais comme il aimait beaucoup le côté jardin, parce que le jardin, Michel, il avait une grande intelligence naturaliste, donc par exemple, Michel me disait, les carottes m'appellent. Bon, une carotte ne m'a jamais appelé personnellement. Voilà, donc c'était son temps libre, il le passait dans son jardin, quoi. C'était là où il se ressourçait et où il se recentrait. Donc pour lui, son jardin était très important. Et je crois qu'avec Pierre Rabhi, c'est vraiment là-dessus qu'il y a eu le coup de foudre entre les deux. C'est sur ce partage-là. Là, moi, j'ai des discussions entre Pierre et Michel sur comment faut-il planter des tomates et vaut-il mieux les pincer ou pas, qui duraient des heures. Voilà. Tout un art, le jardin. Donc, Michel adorait, on comprend bien, il y avait du côté l'aspect affairiste et puis ce qu'il a raccroché, ce qui lui permettait de garder les pieds sur terre, donc il était attaché à la terre aussi, de la même manière. Mais donc, pour trouver ce nouveau sens par rapport à sa vie, ce questionnement qu'il a eu grâce aussi, qui a été une remise en cause avec Pierre Rabhi, il a trouvé comment cet entonnoir s'est dirigé vers la création d'une école. C'est quand même curieux de trouver ce sens. Alors l'entonnoir, il est d'abord parti vers la création d'un centre d'accueil en vacances, parce que Michel, après avoir vendu ses entreprises, avait racheté des hôtels et des restaurants. Donc il connaissait quelque chose dans l'hôtellerie. Et Pierre Rabhi lui parle d'un projet qu'il avait eu des années avant, d'un centre de vacances écologique. Et voilà, Michel, son côté paysan repointe son nez. Ah, mais on pourrait faire ça du jardin à l'assiette. Donc le soir même, il était à la maison à compter combien il fallait de salade, de carottes et de choux. Voilà, c'était parti. Et puis, ça venait réconcilier aussi les aptitudes qu'il avait en gestion hôtelière, où du coup, il allait pouvoir les mettre au service de ce projet-là. Donc au départ, ça se fait entre deux. Moi, assez rapidement, je suis Michel pour rencontrer Pierre Rabhi, parce que moi, j'étais quand même un peu impressionnée. Donc super, je vais voir Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi nous dit, mais il y a deux phrases importantes, c'est quelle planète laisserons-nous nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète. Et donc l'un est aussi important que l'autre, c'est voilà. vrai. Et là, quand on est éducatrice, juste, pof, voilà, c'est parti, quoi. Ah mais oui, quels enfants on va laisser? Parce que faire de l'écologie, c'est bien beau, mais si on continue à se taper dessus, en fait, ça servira à rien. Voilà, parce que la planète Terre, elle va survivre à nous. C'est l'humanité qui risque de pas survivre à la planète Terre. Oui, nous on a besoin de la planète, mais la planète peut se passer de notre humanité. Ça c'est vrai. Ouais. On l'oublie souvent, mais il faut être humble et se replacer soi-même à sa véritable place. Alors, de ce côté-là, Michel a compris aussi, est-ce qu'il était d'accord avec toi sur le fait que plus on prend le mal à la racine, à la source, c'est-à-dire à éduquer, au moment de l'éducation des enfants, tout petit, il faut leur apprendre le sens, comment la planète fonctionne. Ça, il avait cette réalité en place dans sa tête. Pour lui. Alors, je pense que là, c'est la part que j'ai apportée. C'est-à-dire que Michel était, on va dire, très en admiration du travail que je pouvais faire. Et du coup, tout de suite, il m'a dit, bah, vas-y, je te laisse carte blanche, quoi. Regarde. Là, c'était plutôt ta spécialité à toi. Ça, c'était ma spécialité. Et du coup, on a commencé à travailler sur le projet Classe Découverte. Et donc, tout de suite, on a rajouté l'écologie relationnelle en disant, ok, c'est important qu'ils apprennent les cycles du vivant, toutes ces choses-là, mais si on ne met pas l'écologie relationnelle comme un incontournable, et dans les années 2004, c'était pas encore bien courant. Oui. Aujourd'hui, ça a vraiment fait du chemin. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus classique. Vous étiez précurseur vraiment en ce moment. Je sais pas si on était précurseur, parce que quand on regarde de près, on se rend compte qu'on était plein au même moment à penser la même chose. Les grands esprits se rencontrent, donc finalement, il y avait un fond. Les grands esprits se sont rencontrés. Moi, je me rends compte chaque fois que je crois avoir avancé. En fait, j'ai pas avancé toute seule. Partout, dans toute l'humanité, il y a le même mouvement qui monte. Voilà, donc moi, comme ma spécialité, c'était l'éducation, j'ai chopé le truc au vol. La rencontre avec Michel a fait que ça a été fécond. Voilà. Puis la rencontre avec Pierre, on a rajouté une louche. Voilà.
Donc après, d'où ça vient, enfin, clairement, ça vient pas que de nous, quoi. Voilà, on n'a pas été... Moi, je refuse de faire croire aux gens que j'ai tout inventé, et que je suis absolument géniale. Je suis unique et née sur cette planète. Alors mais tu es géniale, je suis géniale, unique, on est d'accord, mais je suis vulnérable. Et j'ai appris comme tout le monde par imitation. Donc j'étais déjà inspirée par des grands pédagogues. J'ai adoré mon travail. Donc j'avais déjà associé à mon travail un travail de psycho que j'avais posé en parallèle. Il se trouve que ça m'aidait énormément à gérer ma relation avec les élèves et avec les parents. Du coup, aux Amanins, c'était juste l'occasion de remettre ça au centre. Donc l'idée de l'école, elle est née d'une discussion un soir avec Michel, où j'avais retrouvé des collègues avec qui on avait réinventé l'école idéale. Chaque fois qu'on se retrouvait, c'est ce qu'on faisait, mais sans jamais penser en faire une. C'était pas un objectif. C'était comment faire changer le système, quoi. Et je dis à Michel, là, on aurait une école ici aux Amanins, ça serait le pied, parce que tout ce que je mets en place pour les classes découvertes, on pourrait le vivre. Ben voilà, ne dites jamais ça à un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il vous dit, pourquoi surtout pas. Surtout aussi dynamique que Michel. Vas-y, regarde comment on fait. Et donc là, je commence à regarder, à ma grande surprise, en fait, monter une école, c'est très simple. Donc moi, je vais voir Michel, et là, je lui pose une question avec toute ma naïveté de l'époque. Je lui dis, écoute, moi, je veux bien qu'on fasse une école si tu penses que c'est bon pour le projet, mais à condition que la question de l'argent se pose pas pour moi. Il n'est pas question que je trie les élèves. Chacun sa spécialité. Lui, amener les finances, et toi, tu t'occupais de tout ce qui était la structure. Et donc, Michel a accepté, en fait, d'être mécène, comme du reste des Amanins, mécène complètement de l'école. Alors, pour l'école, il s'est vraiment engagé, puisque l'école a été hors contrat pendant 5 ans et a obtenu son contrat en 2014. Alors, qu'est-ce que tu appelles contrat? Alors, en fait, l'instruction en France est obligatoire. D'accord. D'accord, mais pas la scolarisation. Donc, on a droit d'instruire à la maison. Et on peut scolariser ses enfants. Quand on monte une école hors contrat, c'est donc qu'il n'y avait pas de besoin du territoire de création d'école. Donc, c'est pas une école publique. Donc, une école hors contrat, c'est assimilé à l'instruction à domicile. D'accord. Donc, on a un numéro d'école, mais on est hors contrat. Ça veut dire que l'État, pendant 5 ans, va envoyer son inspecteur chaque année pour vérifier qu'on instruit bien les enfants. Mais quand mes élèves sortaient pour passer au collège, ils devaient passer un petit examen parce que j'avais pas le diplôme professeur d'école. Or, il se trouve que moi, je l'avais, parce que je venais du système classique. Mais c'est la règle. Ils revalident. Et ensuite, les enfants rentraient au collège. D'accord. Et du coup, là, l'État donne rien. Donc là, Michel Valentin, il a offert, en 2008, toute la construction des Amanins, Michel Valentin l'a offert à l'association. C'est-à-dire qu'il avait 2 800 000 parts dans la SCI. Il en a donné 2 798. Une pour moi, puisque dans la SCI, on était tous les deux, et une pour lui. Et donc aujourd'hui, cette part est à la Wari Valentin, c'est-à-dire à ses 4 enfants. Puisque Michel est décédé, c'est ses 4 enfants qui ont cette part. Et donc cette SCI, aujourd'hui, c'est l'association qui est propriétaire de la plupart des parts. Ce qui fait que l'école n'a pas de loyer. Elle est propriétaire de son école. Donc c'est juste un cadeau magnifique. Bien sûr. Parce qu'on n'aurait pas pu continuer. Quand Michel est décédé en 2012, on était encore hors contrat. Mais on a passé le cap des 5 ans, donc on a demandé à être reconnu sous contrat simple, et on a obtenu le contrat en septembre 2014. Ce qui fait que maintenant, les élèves quittant le SEM2 ne sont pas obligés de passer ce fameux... Et puis comme moi, je suis professeur des écoles, j'ai le diplôme, donc c'était OK. Là, par contre, c'est obligé d'avoir des professeurs diplômés par l'État. Pour permettre à l'État de s'appuyer dessus, ce qui est assez logique, et d'avoir confiance qu'ils peuvent faire passer les élèves dans la classe au-dessus sans contrôler chaque fois. Alors, pas pour paraphraser la dernière conférence que vous aviez faite à Planétaire, mais par rapport à, si vous dites que vous prenez donc des professeurs qui viennent du milieu traditionnel, on va dire, classique, et il faut une sorte de transformation, une réadaptation, et là, c'est qui s'occupe de reformer, entre guillemets, ces personnes-là pour les adapter à l'éducation que donne l'autre pédagogie que proposent les Amanins. Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que ça se passe, c'est plutôt que je les invite à vouloir apprendre. Est-ce que vous avez envie d'apprendre? S'ils n'ont pas envie d'apprendre, il ne faut pas qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis dans une posture un peu compliquée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je suis à un niveau d'expertise où je peux me permettre de devenir source d'inspiration, comme moi, j'ai eu besoin d'inspirateurs au-dessus de moi. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'on reconnaisse que je puisse être source d'inspiration. Donc l'idée, c'est que les gens viennent à l'école avec cette envie d'apprendre et d'expérimenter. Et le truc sur lequel je ne vais pas les lâcher, c'est leur posture face aux enfants. Et ça, forcément, ça vient les chatouiller sur leur histoire d'enfant à eux. Parce que quand on travaille avec des enfants, les enfants nous déclenchent.
régulièrement. Et ils peuvent pas en être responsables puisque ce sont des enfants. Or, souvent, on a tendance à leur dire t'arrêtes, espèce de petit insolent. Et ça, nous, dans notre école, c'est absolument interdit. Un enfant qui nous déclenche, on voit avec lui ce qui se passe pour essayer de calmer le jeu. Et ensuite, en tant qu'adulte, on va travailler sur mais pourquoi ça m'a déclenché? C'est ma responsabilité, ça. Lui, il est dépendant des adultes qui l'entourent. Donc, il peut pas changer les adultes qui sont autour de lui. Il en est dépendant, il est quelque part, il est soumis, quoi. Il n'a pas le choix parce qu'il est trop petit pour satisfaire ses besoins tout seul. Donc, il va falloir qu'il attende d'être adulte pour pouvoir les satisfaire. Et nous, adultes, par contre, on est indépendants et autonomes. Donc, nous, on peut les satisfaire tout seul. Donc, moi, en tant qu'adulte, si je vis avec quelqu'un et que ça me plaît pas, je peux dire je m'en vais. Quand j'ai 4 ans, je peux difficilement dire mes parents me plaisent pas, faudrait changer, s'il vous plaît. Donc, je suis obligée de grandir avec les parents que j'ai. Donc, je vais être obligée de faire des aménagements. J'ai cette maîtresse-là, je l'ai pas choisie. Donc, je vais me débrouiller pour que ça se passe bien avec cette maîtresse. Mais du coup, la responsabilité des adultes qui s'occupent des enfants, elle est monumentale. Parce que si ça se passe mal, il n'est pas question de dire que c'est de la faute de l'enfant. C'est toujours la responsabilité de l'adulte. Donc là, on voit qu'il y a une intégrité de la part des intervenants, des amanins, de vouloir vraiment prendre à cœur et à charge totale ce qu'ils font, leur métier, la transmission. Donc après, concrètement, au niveau de l'école, quelle est une journée type, en fait, d'un enfant qui vient aux amanins? Alors, c'est une journée qui se décline de 9h à 17h. C'est une journée complète. Donc, ils sont là à l'école 4 jours par semaine. Et le temps de midi fait partie du projet. C'est-à-dire que tous les enfants mangent à la cantine. Parce que, comme nous sommes sur la ferme des amanins, les enfants vont manger ce qui est distribué par la ferme des amanins. Donc, pour nous, c'est une complémentarité absolument essentielle. On est dépendant du milieu dans lequel on vit. Et donc, on va apprendre aux enfants, quand c'est l'hiver, on mange des légumes d'hiver. Quand c'est l'été, on mange des légumes d'été. Des légumes de saison. On mange les légumes de saison. Et quand le jardinier rate ses pommes de terre et qu'il y a beaucoup de courges, on mange beaucoup de courges. Et quand il n'y a pas de poireaux, on mange pas de poireaux, et voilà, etc. Donc, ça les apprend à s'adapter comme ça. On leur apprend, c'est pas qu'on leur apprend à s'adapter, on leur apprend qu'on est dépendant de la nature. Oui. Et non pas l'inverse. Et ça, ça passe par plein de biais, mais le fait que la cantine soit au centre, et puis nous, les enseignants, on est 4, on se relaye, on est 4 adultes à s'occuper d'eux, pas 4 enseignants, mais 4 adultes, donc on se relaye une fois par semaine pour manger avec eux. Ce qui fait que la cantine n'est pas un lieu où tout d'un coup les règles changent, on fait n'importe quoi, on pète un câble. Non, c'est un lieu respectueux. Ils sont entourés de salariés qui travaillent sur le lieu. Donc, travaillant sur le lieu, ils sont entourés d'adultes qui ont la même cohérence de pensée. Et ça, pour des enfants, c'est très précieux. Du matin au soir, d'être encadré par des gens qui disent la même chose, mais surtout qui font la même chose. Oui, il y a une vraie cohérence. Voilà, parce que sinon, pour les enfants, ce qui est terrible, c'est d'entendre un discours, ensuite un autre adulte qui tient un discours, mais qui fait le contraire de ce qu'il tient comme discours. Pour les enfants, ça, c'est source de beaucoup de tension et de beaucoup de souffrance. Donc, nous, aux amanins, ils ont la chance d'être sur un lieu où ils trouvent tout ça. Le matin, en gros, on fait les matières principales, maths et français, parce que en primaire, on a beaucoup de bases de données importantes à leur faire passer. Donc là, on va le faire de façon, on va dire, il y a la moitié de la matinée en maths, l'autre moitié en français. Mais on commence d'abord toujours par un temps de recentrage, où on est tous ensemble. Et là, c'est soit de la lecture offerte, soit des exercices de respiration, pour être présent à l'instant présent. Voilà. Et puis les après-midi, on est vraiment sur de la pédagogie de projet, en transversalité, en transdisciplinarité. Voilà. Et donc là, c'est chinois, là. Transversalité, transdisciplinarité. Alors, ça veut dire que en fait, tout est dans tout. Par exemple, les nouvelles instructions officielles de 2016 vont complètement dans ce sens-là. De manière officielle? De manière officielle. D'accord, le rectorat se dirige dans cette voie. Si les enseignants font ce qui est marqué dans les textes, elle est plutôt pas mal. L'école aujourd'hui, moi, je suis vraiment pour. Là, il y a un véritable progrès que tu constates. Progrès. Par exemple, nous, le matin, quand on fait de la lecture, bien souvent, on le met en lien avec ce qu'ils vont faire en histoire, géosciences, parce que c'est plus intéressant pour les enfants, puis ça enrichit le contenu. Et aujourd'hui, c'est reconnu que quand on fait histoire, géosciences, en fait, oui, en histoire, on fait de la lecture. Donc, en fait, on fait de la transdisciplinarité. D'accord. On arrête de défragmenter. Avant, on a beaucoup fragmenté les savoirs. Et là, on essaye de les réunir parce que bien souvent, dans la même chose, on fait plusieurs choses en même temps. Et si je fais un exposé, à un moment, je vais faire une affiche. Là, je suis dans de l'art visuel. À un autre moment, je vais décider de le présenter à l'oral. Je suis dans de l'expression orale. Et ensuite, le théâtre, il n'en est pas loin. Et ensuite, l'expression de mes émotions. Mais où est-ce que je le mets ?
Il semblerait que les Amanins aient cet art, cette faculté, cette facilité à joindre l'utile à l'agréable, mais de manière presque de... En fait, ça fait un pas juste au bon sens, finalement. Il y a pas mal de ça, c'est du bon sens. Hein. Mais on joint l'utile à l'agréable avec une grande rigueur. Oui. C'est pas... Voilà, c'est très rigoureux. C'est construit, c'est construit. Et c'est très exigeant. Oui, aussi, j'imagine, parce qu'à chaque fois, il faut redoubler d'imagination, finalement. Je pars du côté des enseignants, pour pouvoir faire la connectivité entre tous ces... On parlait de transdisciplinarité, il faut le faire, c'est un vrai travail de fond. C'est un travail de fond, puis en même temps, si on observe, les enfants sont dedans, eux. Ah oui, ils se laissent porter, ils se laissent glisser. Mais c'est plutôt qu'ils sont dans tout et dans tout. Ils n'ont pas encore fragmenté. C'est nous qui leur imposons cette fragmentation. Pour eux, c'est naturel que tout aille ensemble. Donc, voilà, nous, par exemple, ils apprennent à faire leur jardin potager. Donc, ils ont chacun, ils sont 3 ou 4 responsables d'une petite butte. Et quand ils font leur jardin, c'est très rapide d'expliquer à des enfants qu'en fait, la météo, on ne peut pas inscrire jardin le jeudi de 2 à 4. Ça n'a pas de sens, parce que peut-être que cette semaine-là, ça ne sera pas le bon jour. S'il pleut des cordes, c'est difficile. Ça ne sert à rien. Si... inversement, il a plu la veille, il vaut mieux pas aller dans son jardin, etc. Donc du coup, on a cherché avec eux. C'est les enfants qu'on trouvait. Le jardin, on va s'en occuper à la récréation de midi. Il y a des gens qui pourraient nous dire, du coup, vous les faites travailler plus longtemps dans la semaine. Mais c'est pas du travail d'apprendre. En fait, l'apprentissage, il faut que ce soit joyeux. En fait, l'être humain, pour moi, est un être d'apprendre. C'est pour ça que les gens écoutent ce genre de conférences, parce qu'on a tous envie d'apprendre encore et encore. Et moi, j'adore encore apprendre. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui maintient jeune. C'est le secret de jouvence d'Edgar Morin. Edgar Morin, une fois, était venu aux Amanins et une personne lui avait demandé « Mais c'est quoi votre secret de jouvence ?» Il a dit « Mais je suis un éternel étudiant. » Voilà. Et je pense que de toujours apprendre, ça donne un appétit de la vie qui est tout le temps là. Et puis, on va encore découvrir et encore faire mieux et encore mieux comprendre. Et moi, avec l'âge, ce que je constate, c'est que plus j'avance, plus tout ce que j'ai appris à droite, à gauche, se met à faire un tout unique. Et qu'en fait, ce sont les mêmes démarches de partout. Et elles sont complémentaires, mais finalement, elles disent la même chose, elles reviennent aux mêmes essentiels. Et les enfants ont déjà ça au départ. Et nous, c'est nous qui fragmentons. Bon, alors là, on va faire de la marche. Attention, pas du saut, de la marche, ok ? Et ensuite, on va faire ça. Et là, on va faire du sport. Mais quelquefois, le sport, c'est juste... nous, par exemple, aux Amanins, le sport, c'est rigolo. Quand je les vois en récréation, voilà, nous, ils sont dans la nature, ils ont un magnifique coin cabane. Bon, alors, dans le coin cabane, que font-ils ? Ils construisent des cabanes, mais ils grimpent, ils sautent, ils courent, ils transportent des pierres énormes comme ça. Donc, il y a de l'exercice physique qui se fait naturellement. D'une certaine façon, les enfants sont aussi décisionnaires. Il y a vraiment un travail de groupe entre les adultes, une véritable collaboration, un échange entre les enfants, les apprenants et les enseignants. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça, mais les enseignants ont une expérience que n'ont pas les enfants. Donc, on va quand même être force de proposition auprès des enfants. Oui, il y a un cadre. Il y a un cadre. C'est-à-dire que quelquefois, on fait ce qu'on appelle, entre guillemets, de la manipulation pédagogique. Voilà, parce que c'est... Le gros mot. Le gros mot, c'est pas bien. Manipulation. Mais en fait, quand on a l'occasion, je sais pas, d'avoir un parent qui dit, je suis très fort en musique et je peux faire venir travailler avec les enfants sur des rythmes et on va travailler qu'avec des matériaux naturels et on va se faire des massages sonores. Bon, massage sonore, je dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, on va dire aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord ? Mais ils disent oui. Ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de découvrir. Et s'il y en a un qui dit non, on lui dit, tu pourras dire non une fois que tu auras découvert. Oui, il faut goûter pour... Il faut goûter pour savoir. Donc nous, c'est vrai qu'on est assez force de proposition. Mais franchement, enthousiasmer des enfants de primaire, on n'a pas besoin d'être très doué, quoi. Ouais. C'est assez facile. C'est un âge où ils ont envie de tout découvrir, donc c'est quand même très facile. Il n'y a pas plus écologique qu'un enfant de primaire. C'est basique pour lui, l'écologie. C'est d'une évidence énorme. Et ensuite, tout ce qu'on leur propose, il suffit que dedans, il y ait un peu de jeu et de plaisir. Ils y vont à fond, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le bon côté, on va dire, des Amanins. Maintenant, j'aimerais revenir un peu en arrière sur la genèse. On va revenir, notamment en parlant encore de Michel Valentin. Quelles sont les difficultés qu'il y a pu y avoir ? Parce que ça paraît être très beau comme projet, mais finalement, ça ne s'est pas fait. C'est comme un accouchement, ça ne se passe jamais sans douleur. Quels ont été les... Alors, je ne sais pas si le mot « sans douleur » est le bon,
Je dirais plutôt que quand c'est vivant, ça frotte. Ça frotte. Quand c'est mort, ça frotte plus, hein, c'est bien pratique. Ça gêne plus personne. Donc quand c'est vivant, forcément la vie, elle nous oblige à nous poser des questions, à nous remettre en question régulièrement. Parce que la vie, elle veut passer, et quand elle trouve pas le chemin, elle tape, quoi. Voilà. Et donc les gens disent ça fait mal. Oui, mais on apprend. Voilà. Donc nous, aux Amanins, au départ, le départ est très drôle. Michel Valentin avait toujours été chef d'entreprise dans une posture hyper pyramidale. Et il entend Pierre Rabhi lui parler de coopération, ça lui chatouille l'esprit, il se dit, mon Dieu, quelle belle idée, je vais faire de la coopération. Mais sauf que Michel Valentin, plus nul que lui en coopération, tu meurs. Voilà, il était absolument... Au moins c'est dit. Hein, ah mais c'est clair, puis Michel le savait. Mais en même temps, voilà. Et puis avec Michel, on mangeait chez Pierre Rabhi. On était amis avec Pierre Rabhi. Et donc ça nous a un peu monté à la tête. Donc on se racontait quand même que t'en es pas n'importe qui, ok. On est à deux. D'abord on était très amoureux, c'était le début de notre relation. On est à deux, donc on était prêts à déplacer des montagnes, ok. On connaissait Pierre Rabhi, on mangeait chez lui, donc s'il te plaît, tu me parles sur un autre ton, d'accord. Donc on a mis l'idéal, mais là-haut, quoi. Et nous, on y allait avec les belles idées de Pierre, voilà, nous on était transportés. Et puis moi, je découvre Michel sur le terrain avec d'autres hommes, quoi. Je suis là, mais c'est quoi ce bazar? Le plus mauvais élève du groupe, c'est lui, quoi. Donc voilà, donc ça... Heureusement qu'on était en couple, parce que je pense que les Amanins n'auraient pas existé si on n'avait pas été en couple. Cette complémentarité, il y a eu un garde-fou où chacun a refait... C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt du genre de personnes à dire ne nous montrons pas trop, je fais les trucs que j'aime bien, mais vivons cachés, on vit mieux. Et Michel, il y allait, lui. Donc avec son côté entreprenant, il m'a osé à sortir de cette niche. Et si aujourd'hui j'en suis là où je suis, c'est parce que Michel m'a mis en avant. Et merci Michel de m'avoir fait grandir, quoi. Et lui, de son côté, je pense que si j'avais pas été là, les Amanins seraient jamais sortis de terre parce que les gens seraient partis en courant. Donc, véritablement une idée fusionnelle, hein, entre ces deux mentalités antagonistes, mais qui finalement se complétaient vraiment. C'était très complémentaire. C'est ça qui était formidable. Et puis, il y avait une immense tendresse entre nous. Ce qui fait que moi, quand je le voyais repartir, je dis, oh non, zut, c'est reparti pour un tour. Il est reparti dans ses tours. Donc, Michel, c'était quelqu'un qui criait. Ah, voilà. Donc, non, mais alors si tu veux, là on parle de non-violence, donc là c'est un truc qui va pas. Il fallait il fallait recadrer. Voilà. Mais Michel était quelqu'un de profondément honnête. Et il savait reconnaître ses torts. Michel était quelqu'un qui était capable de dire bon là j'ai merdé, recadre-moi. C'est surtout qu'il vivait avec une certaine Isabelle Pelou qui l'a pas lâché et qui lui disait non mais ça c'est non. Hein. Ouais. Donc soit moi j'arrête la relation parce que c'est pas possible, je peux pas soutenir ça quoi. Ouais. Et donc plein de fois, heureusement que nous étions accompagnés à l'extérieur par des thérapeutes pour faire de la médiation, chercher ce qui se passait et comprendre. Michel faisait le lien. Moi j'avais la chance d'avoir commencé avant lui. Donc, je connaissais un petit peu mieux mon histoire, donc j'étais déjà plus à l'aise. Donc, j'ai vraiment pu l'épauler, comprendre où il en était, lui dire, bah non, ça le fait pas, ça va trop te mettre en danger, là, si tu veux, c'est moi qui y vais. Enfin, voilà, on a vraiment été très... Chacun jouait son rôle à la perfection quand il fallait le faire. La perfection, mais non, on a pris sur le tas, hein, donc pas du tout à la perfection. Non, c'est surtout qu'on avait, je crois, que le courage de remettre... il y avait une certaine témérité par moment. Ouais. Oui, et puis de la pugnacité. Surtout. Ça, je crois qu'on était pugnaces tous les deux. On n'allait pas lâcher l'affaire comme ça. Voilà. Alors, et puis, on y croyait à ce projet. Et puis, le projet, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'était pas le projet du début. Mais c'est ça qui est vivant. C'est un projet qui commence et qui s'adapte à ce que la vie propose. Et oui, les gens qui viennent, comme tu disais, c'est un centre de vacances. Et puis ensuite, la discussion sur la pédagogie, de manière naturelle, a découlé de la création de l'école. La création d'une école. Et ensuite, le centre de vacances, ben, ça suffit pas du tout, parce que ça fait pas du tout vivre une structure. Donc, en fait, c'est devenu un lieu qui fait ses propres stages et ses propres formations, et puis qui accueille des séminaires. D'accord. Voilà. Aussi, en plus de l'aspect centre de vacances et école en même temps. Donc, centre de vacances, ben, en fait, c'est un truc simple, ça ne tourne que pendant les vacances. Voilà. Donc, il reste un grand moment dans l'année quand même. Donc, juillet-août, on est principalement sur de l'accueil de famille en vacances. On fait à peu près à une semaine de chaque vacances un accueil de famille. Et le reste du temps, ce sont soit des stages, soit des forums proposés par les Amanins, et animés par les Amanins, soit des stages proposés par des gens extérieurs, mais qui vont dans le même sens que les Amanins, par exemple des stages de communication non violente, de sociocratie, d'holacratie, et pour nous, ça va exactement dans le même sens que ce qu'on fait. Donc on les appuie et on leur fait... Donc il y a une sélection qui est faite... On leur fait bénéficier de nos réseaux, et eux nous font bénéficier des leurs.
Et puis après, il y a des séminaires qui viennent louer les Amanins pour faire leurs séminaires. Donc, il y a 2 magnifiques salles de conférence et de quoi loger une 40aine de personnes en hiver et donc, pour ces conférences ou ces stages, ces formations, il peut y avoir des personnes qui viennent pas forcément de la région, mais beaucoup plus loin, puisqu'il y a moyen de, hein, il y a de se restaurer, de dormir sur place. Oui. Hein. Donc ça, c'est pendant l'été. On peut voir toutes ces informations. L'été, c'est uniquement les accueils de famille à la ferme. Vacances à la ferme où ils vont faire du pain, du fromage. On va essayer de... Tous les salariés des Amanins ont comme mission de transmettre. Donc aux Amanins, il y a une 20aine de salariés. Il y en a au maraîchage, d'autres à l'élevage. Il y en a à l'accueil, il y en a à l'hôtellerie-restauration, et il y en a à la cuisine pour la transformation et le service des repas. Donc c'est un gros boulot, quoi. Vraiment. Et donc les conférences se font à quel moment? Et ben, par exemple, je sais pas, un samedi, il y aura une conférence. Voilà, ça peut se... On essaye toujours de lier. Nous, ce qui nous fait vivre aux Amanins, c'est de vendre toute notre production de la ferme et manger au restaurant des Amanins. Donc le calcul de Michel, c'était d'aller du jardin à l'assiette. Voilà. Donc on récolte sur place. Ça, par contre, c'est toute l'année. Et ça, c'est toute l'année. Toute l'année. D'accord. Bon, bah, on peut retrouver toutes ces informations sur les Amanins. Sur le site des Amanins. On rappelle, c'est amanin.com ou .fr. Lesamanins.com. Amanins.com, on le met en sous-titrage en dessous. Donc ensuite, là où ça, bon, je vais pas jouer voilà, la subversivité, mais simplement, où ont été les résistances, s'il y en a eu, et je pense qu'il y en a eu, mais où est-ce que sont situées et pourquoi? Alors, première résistance, Michel Valentin est un chef d'entreprise qui veut monter un projet avec un écolo. Donc déjà, les écolos, quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas bien du tout. Il y a un peu un problème avec l'argent chez les écolos, pas tous, hein, mais il y en a certains, par principe, quelqu'un qui vient du monde de l'entrepreneuriat et qui a gagné sa vie, c'est pas bien. Et puis quelqu'un qui a de l'argent. Qu'est-ce qui est pas bien pour les bon, alors ça, il faudra leur demander à eux. Moi, je sais pas trop. Hein. Ce qu'il y a dessus, on a été très attaqués sur la non-gratuité, sur les Amanins, c'est trop cher. Alors que les Amanins, enfin voilà, Michel, il a eu à cœur de monter un projet. Les Amanins, aujourd'hui, c'est une SCI, comme on expliquait tout à l'heure, mais une association, une SCOP qui travaillent ensemble. L'association est propriétaire du lieu et la SCOP loue une partie du lieu et fait tourner la ferme, la restauration, les hébergements. C'est eux qui animent les stages et tout ça. C'est eux qui sont chargés de cette charge-là. Eux, ils doivent en vivre. Et donc, l'idée, c'était de montrer qu'on peut gagner sa vie de façon sobre parce qu'on est sur un travail qui est cohérent et cette cohérence, elle rend heureux. Et du coup, on est payé aussi par cette cohérence-là. C'est une autre façon de gagner de l'argent. Je rentre chez moi et je suis fière de ce que j'ai fait dans la journée. C'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, les salaires sont à 12 € brut de l'heure. Donc, ça fait pas des gros salaires. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, nous, on a tiré les prix au plus bas pour accueillir le public au moins cher. Nous, notre part du colibri, on l'a faite. Et on l'a fait au quotidien. Parce que les gens des Amanins sont très engagés et travaillent beaucoup. Vraiment. Donc, ils font pas payer toutes leurs heures, ça c'est sûr. Mais c'est un choix, vraiment, c'est des gens qui aiment ça. Oui, c'est de leur propre personne. C'est de leur propre personne. Hein. Et ensuite, les gens qui viennent en séjour, ils font leur quote-part. Donc, s'il y en a qui veulent donner plus, nous, on leur propose de faire un tarif solidaire pour aider ceux qui peuvent pas venir. Et puis, ceux qui peuvent pas venir, soit ils peuvent bénéficier de ce tarif solidaire, mais nous, on peut pas faire plus. Voilà, on a réduit nos coûts au plus bas, on reste dans une sobriété qui permet quand même de tenir la tête haute, parce qu'il faut quand même qu'on vive. Voilà, donc après, l'effort, il est fait plutôt pour des personnes qui viennent en séjour, qui peuvent payer plus cher. On leur demande s'ils peuvent donner plus pour que ça permette à des gens qui peuvent pas payer les tarifs des Amanins de pouvoir venir aux Amanins. Alors, malgré cette répartition financière qu'on pourrait juger d'exemplaire a priori, malgré ça, il y a eu quand même des critiques, de vives critiques. En fait, finalement, on peut jamais contenter tout le monde. Hein. Mais en fait, ça n'existe pas de contenter tout le monde. Donc, une fois qu'on a compris ça, les critiques, elles sont moins graves. Toi. Nous, quand quelqu'un aujourd'hui nous critique sur les prix des Amanins, je leur dis, oui, mais en même temps... venir passer ses vacances à la ferme. C'est très accessible en plus, hein. Même de scolariser un enfant aux Amanins, on peut rappeler le tarif. Alors c'est 116 € je crois aujourd'hui, 116 € par mois, cantine comprise. Cantine comprise, c'est ça que je retiens vraiment. Alors sur l'école, ça râle pas tellement. D'accord, c'est sur le reste. Non, c'est plutôt sur les séjours, mais ça râle pas tellement non plus. C'est plutôt que dès le départ... les gens venaient aux Amanins, on leur offrait par exemple une conférence dans une salle de conférence et on entendait les gens dire mais pourquoi vous ne nous payez pas un café quand on arrive? Et on se dit mais ça va loin quand même. Déjà nous on accueille, on prend du temps pour accueillir, tout le monde est là bénévolement et voilà. Mais
L'humain est comme ça. L'humain est comme ça, et puis nous, mais ça, c'est vraiment un apport que j'ai, moi, de mon expérience, même d'enseignante. Souvent, en équipe enseignante, on dit les parents disent ceci, les parents disent cela. Et moi, en tant que formatrice, j'avais appris à leur dire, bon, on va compter combien de parents. En réalité. En réalité. Ouais. Et en réalité, il y en avait un ou deux qui s'étaient plaints. Je dis, donc, ben oui, mais il y en aura toujours. Ouais. Il y a toujours des râles. Donc, écoutons les autres. Voilà, on n'est pas obligé de se dire qu'ils ont raison de râler. Donc ça restait quand même marginal, assez minoritaire. Alors au départ des Amanins, on a été très attaqués. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que Michel, je sais pas, le jugement des autres, ça n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. Donc lui, il avait s'aligné, pof, il y allait. Moi, c'était horrible. Je sais pas, moi je me souviens, la première fois que j'ai fait une conférence aux Amanins, Michel me dit, bah c'est pas compliqué, il y a Pierre Rabhi qui vient, il faut que tu interviennes à la fin pour présenter ton école. Et moi, je dis, non, mais tu rigoles, Pierre Rabhi, moi, c'était pour moi un modèle de conférencier. Comment ça, tu veux que j'intervienne après? Bah oui, Isabelle, il faut bien que tu parles de ton école. Donc, première conférence d'Isabelle Peloux devant 500 personnes, quoi. C'est juste un cauchemar. Donc, moi, j'étais... Et je disais à Michel, mais c'est terrible, il suffisait que je vois une personne dans la salle qui faisait un petit froncement de sourcil. Je dis, ah, c'est bon, il est pas d'accord avec ce que je dis. C'était horrible. Voilà. Et Michel me dit, mais ça fait rien, c'est pour les autres que tu l'as fait. Et puis, lui, il a le droit de pas être d'accord. Peut-être qu'il pensait d'abord à autre chose. Puis ça, je savais qu'il avait raison. Néanmoins, voilà, pour moi, c'était très important. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait aussi lâcher le lâcher prise. Enfin, ça m'a fait aussi beaucoup travailler mon lâcher prise et accepter que. Mais Isabelle, tu défends qu'il n'y a pas un seul modèle de pédagogie, donc c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que tu proposes. Là, on retrouve le Michel qui te pousse à l'avant, justement, à être plus publique, on va dire, communicante là-dessus. Communicante, à oser montrer ce que je savais faire. Alors que moi, je dis, bon, je le sais, j'étais très contente qu'on me reconnaisse, mais ça suffisait, quoi. Oui, il fallait pas trop en faire non plus, voilà. Et du côté donc Michel était mal vu. Du côté des entrepreneurs, parce qu'il faisait don. Donc les entrepreneurs qui avaient accumulé de l'argent, ils disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait don? Pourquoi il rend son argent public? Zut, nous, du coup, on va passer pour des pas gentils. Du côté des écolos, il n'était pas bien vu, parce que d'où vient cet argent? Aïe, aïe, aïe. Il a forcément exploité des gens, Il a forcément exploité des gens. Et de mon côté, je venais de l'enseignement, moi j'étais de l'enseignement privé catholique, donc quitter l'enseignement classique. Trahison. Et du côté des écoles alternatives, ouais, mais attends, elle vient des écoles classiques, donc ce n'est pas une vraie, quoi. Elle n'est pas vraiment alternative. Donc on a commencé, en gros, personne nous a suivis, quoi. Et moi, ce que j'ai aussi appris avec les Amanins, c'est arrêter d'être contre. Voilà. On avait décidé d'être pour. Et là, pour, c'est au-delà de ces considérations publiques, privées, trahison, pas trahison. On est pour la vie et on essaye d'aller pour. Donc, tout ce qu'on rencontre sur notre chemin qui fait contre, on avait beaucoup d'énergie, moi j'en avais beaucoup. On s'est dit, cette énergie-là, on va la mettre au service du pour. Et ça demande une énorme responsabilisation. Mais alors, c'est jouissif, quoi. Ça rejoint Sœur Teresa qui disait « Ne m'invitez pas pour une manifestation contre la guerre, mais par contre, une manifestation pour la paix, oui. Hein, voilà. On est dans la même... On est exactement dans la même logique. Dans la même philosophie. Ouais, mettons notre énergie au bon endroit. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut peut-être pas exagérer pour la comparaison. Mais par contre, bon, donc depuis 2012, Michel Valentin nous a quittés. Son œuvre se poursuit, parce que c'est devenu aussi la tienne d'œuvre. C'est le bébé de, en fait, son idée survit à travers plus que jamais aujourd'hui. Hein. Quel est l'avenir? Comment tu prévois la suite des Amanins? Un agrandissement, Alors la suite des Amanins, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt comment avoir une répercussion plus importante. L'agrandissement, non, parce que voilà, nous on est rattachés assez au principe de Small is Beautiful. Par exemple, l'école, on l'avait prévu pour 40 au maximum, on est 40. Ça fait des années qu'on fait le plein, ça fait des années qu'on a une liste d'attente magistrale. Donc pour s'en sortir, on tire les enfants au sort, pour être le moins injuste possible. Mais on n'agrandira pas. Donc beaucoup de gens me disent, mais pourquoi vous n'avez pas fait d'autres écoles du Colibri? Mais parce que c'est pas ça que je défends. De même qu'on ne fera pas d'autres Amanins. En fait, les Amanins, il n'y en a qu'un, parce que c'était une histoire particulière, rattachée à un lieu et à un personnage et à sa femme particulière. Donc ça ne pourra pas se reproduire. Par contre, si ça peut inspirer d'autres personnes pour faire d'autres choses, et on sait que ça a déjà inspiré d'autres personnes pour faire d'autres projets.
comme nous, on avait été inspirés par Pierre Rabhi et par des tas d'autres personnes, comme moi en pédagogie, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, la personne qui m'a permis de sortir aussi de ma bulle, il y a eu Michel, évidemment, mais il y a eu aussi la rencontre avec Albert Jacquard, qui est venu faire une conférence aux Amanins, et il commence sa conférence en disant « Bon, alors, je viens faire ma conférence, mais avant de commencer, je tiens à remercier les hommes préhistoriques, les Celtes, curieux, les Gaulois, puis il continue, et je suis là, oula, alors Albert est peut-être un peu vieux maintenant, peut-être il a commencé à péter un câble, mais pas du tout, c'était pas ça. Albert Jacquard savait très bien ce qu'il était en train de nous dire. Il dit, parce que si moi, Albert Jacquard, je suis devenu généticien et j'ai découvert ce que j'ai découvert, c'est parce que je me suis appuyé sur ce qui avait été trouvé avant. Donc je me suis inspiré de ceux qui étaient là avant moi, et moi j'ai rajouté ma part. On n'est que la continuité des précédents. Que la continuité. Voilà. C'est pour ça que souvent les gens nous disent « Ah, mais aux Amanins, vous avez été précurseurs. » Et puis quand on regarde, par exemple, si on voit le film Demain, c'est intéressant de voir que partout sur la planète, on est plein de précurseurs, quoi. Donc on n'était pas du tout seul. Et donc ça a correspondu à un moment à un besoin de compréhension, et parce qu'on était plusieurs à en être là. Aujourd'hui, l'avenir des Amanins, il est justement dans aller voir plus loin. Jusque-là, on était là pour... insuffler de l'énergie et que les gens repartent et aient envie de faire leur part quand ils étaient chez eux. Là, aujourd'hui, on sent que les gens s'appuient sur... Il y a plein d'endroits où il y a ça. Aujourd'hui, il y a plein de fermes qui proposent ça. Il y a plein d'endroits où on peut venir chercher. Ces autres structures, autres écoles, pourraient venir consulter les Amanins pour savoir comment fonctionner, pour avoir des conseils très avisés d'années et d'années de fonctionnement. Pour donc là, on sent qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on est plus sur une forme de transmission d'expertise et sur voilà les essentiels. Voilà ce que notre... par exemple, il y a des choses pas à peine de tout réinventer, quoi. N'hésitez pas à piquer à droite à gauche, parce qu'en fait, c'est comme ça que tout le monde fait. En croyant qu'on réinvente la poudre, et puis on se rend compte qu'on est juste sur la planète en même temps, à des endroits complètement différents, en train de faire la même chose. C'est-à-dire que quand on a commencé, nous, à parler d'écologie relationnelle, certes, on était dans les premiers, mais on était dans les premiers dans la Drôme. Et puis en fait, quand on a regardé ailleurs dans le monde, on était plein à avoir compris ça. Et ça, c'est un petit peu comme l'histoire, je pense que vous connaissez l'histoire des singes. Une race de singes, à un moment, qui est sur une île et qui fait un progrès, par exemple, je sais pas, pour... se répercute. Alors qu'il n'y a pas de possibilité de communication entre les ethnies. Et moi, je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes géniaux, c'est que nous, au bon moment, on a su laisser passer cette intuition. Voilà, on a laissé passer la vie circuler parce que le contexte était favorable, parce qu'on l'a bien voulu, parce qu'on a bien mouillé notre chemise, on a bien transpiré, parce que je répète que ça demande beaucoup de pugnacité, de courage, et qu'il faut se battre, parce que c'est super dur quand des gens essayent de nous démonter. Au début, on a été pas mal attaqués par certaines revues, qui ont même attaqué Pierre Rabhi en disant mais il se met à s'acoquiner avec n'importe quel chef d'entreprise. Voilà, oui, c'était allé jusque-là. Oui, c'était assez rude. Voilà, quand on est arrivé sur la Drôme, un centre qui accueille des gens, même si on n'accueillait pas, nous c'est pas un lieu de vie, les Amanins, c'est un lieu de travail. Les gens faisaient l'amalgame tout de suite, forcément on était un lieu un peu hippie, alors que Michel et moi on l'était pas du tout, et du coup le mot secte a flotté, forcément. Donc on a eu les renseignements généraux qui ont fait leur boulot, ils ont vu qu'il n'y avait pas de secte, ils sont repartis, et puis c'était terminé. Mais aujourd'hui c'est nouveau, depuis qu'on a eu le statut de l'école reconnu par l'État. Ça s'est calmé. Oui, ça s'est calmé. On a ouvert la ferme, maintenant on arrive à faire partie du groupe de ferme en ferme. Donc ça nous rapproche des autres paysans. Donc il y a une sorte de légitimité qui est survenue depuis que vous êtes reconnu, depuis que vous êtes Amanins. Mais il a fallu 12 ans, quoi. Ah, 12 ans. En même temps, c'est rapide relativement. 12 ans, c'est pas non plus... mais bon, je pense que ça a beaucoup tenu au fait que... Alors quand je dis 12 ans, ça a commencé il y a déjà quelques années. Mais je pense que si on a tenu, c'est parce que Michel était pas impacté par ces propos-là. Et Michel me disait, mais il n'y a qu'à laisser dire. Et c'était carapacé par rapport à toutes ces Non, critiques. c'est que pour de vrai, ça n'avait pas d'impact sur lui. C'est-à-dire que lui, il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était juste. Et les entrepreneurs, ils sont souvent comme ça. C'est-à-dire qu'ils foncent, ils y vont. Ils sont dans l'action. Donc ce qu'on en dit, on n'a qu'à pas écouter, on continue. Si on est sûr de nous, voilà. Si on ne doute pas, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Là-dessus, il avait une force de caractère qui était... Et puis, c'était, comme beaucoup d'entrepreneurs, il avait la capacité à choper ce truc-là qui passe, qui est intéressant, il se l'approprie, il va. Et puis, ça c'est aussi un de ses fonctionnements que j'avais repéré au départ.
il disait pas trop ce qu'il allait faire. Ce qui fait que ça lui permettait d'adapter son projet en permanence. Voilà. Parce que quand on dit trop ce qu'on veut faire, après les gens vous disent mais là tu l'as pas fait. Ah oui zut je l'ai pas fait. Alors que là il disait pas trop, c'était pas un diseux Michel, hein, il parlait très peu. Et du coup, pof, il pouvait aménager, orienter. C'était pas un parleur mais un faiseur. C'était un faiseur. Ah oui, clairement. Voilà. Bon, c'était un hyperactif. Hein. Oui, c'était un faiseur. Et Pierre, il y avait pas chez Michel, il y avait aussi une qualité, c'est qu'il y avait aucun préjugé sur les métiers. Et donc, aux Amanins, Michel, il était aussi bien au service à table qu'aller vider les toilettes sèches, qu'aller rencontrer des grands pontes. Oui, il n'y avait pas de séparation pyramidale. Il n'y avait pas de séparation pyramidale. Pour lui... Donc, il était vraiment dans la coopération, là. On peut dire en plein pot. Là-dessus... Il avait intégré réellement ce que Pierre Rabhi avait transmis, quoi. Ça, je pense qu'il l'avait déjà avant. Il n'y avait pas de jugement de valeur sur les métiers des gens. Donc, c'était des valeurs dormantes que Pierre Rabhi a finalement amplifiées, peut-être. C'est là où ils se sont rencontrés, quoi. Ouais. Et on va dire que Pierre a mis des mots sur des choses que Michel vivait. Après, l'un et l'autre se sont complétés. Je crois que Pierre Rabhi dit facilement qu'il a beaucoup appris de Michel. Hein. Et alors maintenant, on mange toujours avec Pierre Rabhi ? Oui, Pierre vient encore régulièrement. Bon, il vieillit, Pierre. Hein. Ouais. Voilà, mais il est très fidèle au projet parce qu'il aimait beaucoup Michel. Donc il vient, je sais pas, 5-6 fois par an aux Amanins, ouais. Ah, quand même, ça le fait. Là, Isabelle, je te remercie d'être venue, d'avoir accepté cette invitation, cet entretien. C'est très riche, on voit beaucoup de choses. Si vous voulez d'autres informations, connectez-vous sur le site amanin.com. Il y a un Facebook déjà aussi. Oui, il y a un Facebook. Alors, adhérez, soyez fan de la page Facebook. N'oubliez pas de devenir fan aussi de DS Studio. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo, à mettre un pouce bleu si vous le souhaitez, et à vous abonner à cette chaîne DS Studio si vous voulez ne pas rater les autres émissions. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. T'as oublié la question de Jérôme ? Oui, non, je l'ai insérée. C'était quoi la question ? C'était quoi la question ? Rappelle-la-moi. Les gifles. Sur les gifles. Alors, vas-y, retrouve-moi le mail. Alors, une première dans l'émission Terrestre Extra, une question d'un auditeur qui demande si la gifle est encore de mise aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que c'est un incontournable. On ne peut pas ne pas donner de gifles. Comment voulez-vous faire obéir des enfants sans donner des gifles ? Par contre, nous avons appris à donner des gifles qui ne se voient pas de l'extérieur. Donc l'enfant a beau se plaindre chez lui, aucune trace. À la bonne heure. Je ne vous donnerai pas la solution à l'antenne. Je ne voudrais pas que certains en abusent. Merci.